Le soir de mon licenciement, ma sœur ne pensait qu'à son prêt auto. Mes parents m'ont expulsée pour la privilégier. Je n'ai rien dit à propos de l'entreprise à mon nom. Ni de la maison de plage. Cette nuit-là leur a tout coûté. Le soir où ma famille m'a mise à la porte, je possédais une entreprise valant 3,2 millions d'euros dont aucun d'eux n'avait jamais songé à me poser de questions. Ma sœur a crié à propos d'un prêt automobile. Ma mère a hoché la tête. Mon père a fait ma valise. Je suis restée là et j'ai pensé, c'est la plus grosse erreur qu'ils ne feront jamais. Permettez-moi de commencer 4 heures plus tôt. La salle de conférence au 11e étage du bureau lyonnais du groupe Méridien, en plein centre-ville, avait un mur de fenêtres orienté à l'ouest. Et à 16h47, un mardi d'octobre, le ciel faisait ce truc particulier que les ciels d'automne lyonnais font gris, virant au violet, puis redevenant gris. Comme s'il n'arrivait pas à se décider. Mon responsable, Denis, était assis en face de moi avec un dossier de ressources humaines et l'expression prudente d'un homme qui a déjà prononcé ce discours et l'a détesté à chaque fois. Je savais déjà ce qu'il y avait dans le dossier. Je le savais depuis 6 semaines, comme on sait qu'une tempête arrive parce que la pression atmosphérique chute et que les oiseaux se taisent. Le groupe Méridien perdait des contrats depuis le printemps. La restructuration était inévitable. Mon poste analyste financier senior. 8 ans. 2 promotions ne l'étaient pas. Denis a prononcé le mot « supprimer ». Il a dit « poste » avant pour adoucir le coup. Il a mentionné les indemnités de licenciement. 8 semaines, tous les avantages sociaux jusqu'à la fin de l'année. Ses mains sont restées à plat sur la table tout le temps. Paume vers le bas. Le langage corporel d'un homme qui essaie très fort de ne pas paraître menaçant. Je l'ai remercié. C'était la chose professionnelle à faire, et j'étais une professionnelle. Le silence est une position, et la gratitude en est une meilleure. Ce que je n'ai pas dit à Denis, car cela ne le regardait pas, c'est que j'avais un rendez-vous jeudi avec mon avocat, Kevin Dubois, concernant une offre d'acquisition pour une entreprise que j'avais cofondée il y a 4 ans. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est la feuille de conditions dans mon email, que j'avais lue 3 fois cette semaine-là. Ce que je n'ai pas dit, c'est que j'avais déjà commencé à penser au groupe Méridien au passé. Je suis rentrée chez moi par l'autoroute du crépuscule avec le dossier sur le siège passager. Les documents d'acquisition étaient sur le comptoir de ma cuisine. Les chiffres, si jeudi se passait comme prévu, étaient significatifs. Ma famille n'était au courant de rien de tout cela. Patricia Dubois prépare du poulet rôti le mardi. Cela fait 20 ans, ou presque. Un poulet de supermarché, généralement du Monoprix de la route du Ravin, avec des haricots verts en conserve et des petits pains du rayon surgelés. J'ai grandi en mangeant ça, et même maintenant, en entrant dans l'allée de la maison où j'étais revenue il y a 8 mois un arrangement temporaire, juste le temps de trouver le bon appartement, tout le monde avait été d'accord, l'odeur m'a frappé à travers la porte du garage. Automatique. Moléculaire. La sensation d'arriver quelque part qui est censé être sûre. Le Honda CR-V d'Ambre était dans l'allée à côté de la corde de ma mère, toutes deux rentrées. 3 choses que j'ai remarquées en entrant, dans cet ordre. La table de la cuisine déjà dressée, la télévision éteinte inhabituelle et les mains de mon père jointes devant lui, comme il les joint quand il a pris une décision et qu'il attend de l'annoncer. Je me suis assise. J'ai dit, j'ai des nouvelles du travail. J'ai dit, le groupe Méridien se restructure. Mon poste est supprimé. Je n'ai pas terminé la phrase. Le visage d'Ambre a changé non pas vers l'inquiétude, non pas ce doux réarrangement des traits qui dirait « Ça va ? Tu as peur ? De quoi as-tu besoin ?» Il a changé vers autre chose. Quelque chose de plus rapide et de plus réflexe que la sympathie. Elle a dit « Qui va payer mon prêt auto maintenant ?» La table est devenue silencieuse. Ma mère a posé sa fourchette. Pas laissé tomber. Posé délibérément, au bord de son assiette. Elle a regardé Ambre, puis elle m'a regardé, et je l'ai vue prendre une décision. Les mains de mon père sont restées jointes. Je suis douée pour lire une pièce. C'est la compétence que l'on développe quand on grandit en étant la fille qui comprend les choses. Celle qui suit tout. Celle qu'on appelle quand les chiffres ne s'additionnent pas.
J'ai lu cette pièce le temps d'une expiration. 3 choses sont devenues claires. Dans cet ordre. Le prêt automobile d'Ambre, 610 € par mois. Un Honda CR-V qu'elle avait financé sans cosignataire, uniquement parce que j'avais garanti ses revenus au concessionnaire, n'avait jamais vraiment fait partie du budget d'Ambre. Mes parents avaient compté sur ma présence dans cette maison comme un bâtiment compte sur un mur porteur. Et au moment où ce mur a semblé se fissurer, ils n'ont pas demandé si le mur allait bien. Ma mère a dit, c'est juste temporaire, ma chérie, jusqu'à ce que tu te remettes sur pied. Elle l'a dit doucement. C'était ça, ma mère, elle était toujours douce quand elle avait déjà pris sa décision. La douceur n'était pas une réassurance. C'était la fermeture d'une porte, rembourrée pour que vous n'entendiez pas le clic. Mon père a déplié ses mains. Il s'est éloigné de la table. Il a dit, de la voix qu'il utilisait pour les décisions déjà prises, ta sœur a plus besoin de cette maison que toi en ce moment. Tu es débrouillarde, Daniel. Tu t'en sors toujours. Il est monté. Je suis restée assise à table avec ma mère et ma sœur. Ambre tripotait son petit pain. Elle ne m'a pas regardée. Ma mère a rempli son verre d'eau. J'ai entendu la fermeture éclair de mon sac de sport d'en haut. Le bruit des tiroirs qui s'ouvrent. Mon père était allé dans ma chambre exactement 3 fois au cours des 2 années précédant mon retour, 1 fois pour réparer le ventilateur de plafond, 2 fois pour aider avec les meubles. Et maintenant il était là à faire mes affaires un mardi soir parce que son autre fille avait plus besoin de la maison. J'ai passé beaucoup de temps les mois suivants à retourner ce son dans ma tête. La fermeture éclair, les tiroirs, le fait qu'il savait où était chaque chose, ce qui signifie qu'il a dû chercher. Il est descendu avec le sac et l'a porté jusqu'au porche d'entrée sans croiser mon regard. C'est la partie à laquelle je reviens toujours. Pas les mots étaient durs, mais les mots, on peut y répondre. C'étaient les yeux. Leur absence délibérée. La lumière du porche était allumée. La rue était calme, comme Écully est calme à 6 heures du soir en octobre. Quelques voitures. Un chien quelque part. Le ciel de la couleur du vieux béton. J'ai pris le sac. J'ai pensé à jeudi. Au bureau de Kevin dans le quartier Confluence. Au 14e étage. La vue sur la ville où j'avais construit ma carrière. J'ai pensé à la feuille de condition. Et aux chiffres qu'elle contenait. Et au dossier toujours posé sur mon siège passager. Ma famille venait de me donner mon sac et de me dire de me débrouiller. J'avais passé 6 mois à préparer ma sortie. Je n'avais simplement pas su que ce serait eux qui ouvriraient la porte. Marc Lefebvre vit dans le même appartement de la rue du Plat d'Argent depuis 6 ans. Et la première chose qu'il fait quand on arrive en crise, c'est de faire du thé. Il ne demande pas si vous voulez du thé. Il n'en propose pas. Il remplit la bouilloire et la met à chauffer. Et le temps que vous vous asseyez et enleviez votre manteau, il y a une tasse devant vous. Du Yorkshire Gold. Infusion de 2 minutes. Un peu de lait. Il a appris à le faire d'un collègue britannique il y a des années. Et n'a jamais changé. Je me suis assise sur son canapé, mon sac de sport à mes pieds, et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Je l'ai raconté dans l'ordre chronologique. La salle de conférence. Denis. Le dossier. Le retour à la maison par l'autoroute du crépuscule. La table. La première question d'Ambre, qui n'avait pas été une question sur moi. Marc était assis en face de moi dans le fauteuil qu'il avait depuis l'université, celui dont l'accoudoir avait été recollé 2 fois, et il a tout écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un instant. Il a regardé sa propre tasse. Puis il a dit, « Daniel, tu as été leur issue de secours pendant 15 ans. La seconde où tu as eu besoin de la porte, ils en ont changé la serrure. » J'ai fixé le thé. Je n'ai pas répondu. Non pas que la phrase n'était pas exacte, elle l'était, mais parce que quelque chose à l'entendre à voix haute la rendait plus lourde qu'elle ne l'avait été dans ma propre tête, où je la portais depuis des années sans la nommer. J'ai dit que je réglerais la situation de l'appartement cette semaine. Marc a dit, d'accord. Nous sommes restés là un moment, la pluie commençant à battre contre ses fenêtres.
Et j'ai pensé à 2005. J'avais 15 ans l'été où l'entreprise de fourniture de construction de mon père a coulé. Je connais le mot technique pour ce qui s'est passé: surendetté, sous-capitalisé, prise du mauvais côté d'un ralentissement des permis de construire commerciaux parce que je l'ai cherché après, parce que comprendre le mécanisme était la seule chose qui m'aidait à ne plus en avoir peur. Ce dont je me souviens de cet été, c'est la façon dont la voix de mes parents changeait quand ils pensaient que je dormais, les appels qui arrivaient avant 8 heures du matin, mon père assis à la table de la cuisine à minuit avec des papiers étalés autour de lui, sans y toucher, juste assis. L'immobilité particulière d'un homme qui a épuisé toutes les idées et attend qu'une autre arrive. Août. Je suis descendu à 6 heures du matin pour prendre de l'eau et je l'ai entendu dire à ma mère qu'il risquait de perdre la maison. Il ne savait pas que j'avais entendu. Je suis remontée et je me suis assise au bord de mon lit, et j'ai fait ce que je faisais quand j'avais besoin de réfléchir. J'ai compté l'argent sur mon compte d'épargne provenant de 18 mois d'emballage de course au Monoprix de la route du Ravin, 212 €. Le montant de l'échéance hypothécaire, à peu près, d'après l'enveloppe que j'avais vue sur le comptoir, je ne savais pas exactement, mais plus que ça, beaucoup plus. J'ai mis 200 € dans une enveloppe. J'ai écrit « pour l'hypothèque » à l'extérieur, et je l'ai laissé sur son oreiller avant qu'il ne se lève. Il l'a encaissé. Je le sais parce que l'enveloppe avait disparu le soir, et le lendemain matin, il était plus silencieux d'une autre manière, non pas l'immobilité d'un homme qui avait épuisé les idées, mais l'immobilité d'un homme qui avait reçu de l'aide d'un endroit qu'il n'allait pas mentionner. Il l'a encaissé le mois suivant aussi. Et le mois d'après, 11 mois, 200 € chacun, jusqu'à ce que la dette de l'entreprise soit restructurée et que la crise immédiate passe. Il n'a jamais demandé d'où ça venait. Je n'ai jamais dit. J'ai appris quelque chose cette année-là. Le silence n'était pas de la gratitude. Le silence était de la commodité. Reed Analytics, SARL. Il y a 4 ans, quand j'avais 30 ans, mon collègue Trevor Nash avait construit un outil de modélisation financière pour les banques régionales. Le genre de logiciel qui prédisait le risque de défaut de prêt avec plus de précision que tout ce que les banques de taille moyenne pouvaient se permettre de licencier auprès des grands fournisseurs. Un bon produit. Le problème était que Trevor était un ingénieur, pas un homme d'affaires, et il n'avait pas de capital et aucune idée de comment en trouver. J'avais des économies. J'avais la compétence spécifique pour comprendre exactement ce qu'il avait construit et ce que cela valait. J'ai pris 60% des parts en échange des deux. Pourquoi 60 et non 50 ? Parce que je voulais le contrôle. J'avais passé suffisamment de ma vie professionnelle à m'en remettre à des salles remplies de gens qui étaient confiants plutôt que corrects. 60% signifiait que les décisions étaient les miennes. J'ai mis Reed Analytics à mon nom parce que c'était mon capital et mon risque. Je l'ai gardé secret à la maison pour la même raison que j'avais gardé le silence sur les 200 € en 2005. Dès que ma famille aurait su que j'avais des ressources, ces ressources seraient devenues les leurs à allouer. Ce n'était pas une évaluation cynique. C'était une observation empirique de 15 ans. Il y a 3 ans, la première année de bénéfice complet de la SARL, j'ai touché une distribution de 340 000 €. J'ai acheté la maison à Saint-Malo, une propriété côtière, un 2 pièces sur une falaise au-dessus de la plage, bardée de cèdres, le genre d'endroit qui sent le sel, le sapin de Douglas et le vieux bois chauffé. Je l'ai mise uniquement à mon nom. Ma mère y est restée 2 fois. Elle a mentionné, les 2 fois, que la maison de plage de son ami était tout simplement charmante. Daniel, tu devrais vraiment trouver quelque chose comme ça un jour. J'ai dit que j'y penserais. 6 semaines avant la nuit où mon père a fait ma valise, une entreprise de technologie financière de taille moyenne basée à Toulouse en fait, un concurrent du groupe Méridien a envoyé une lettre d'intention pour acquérir Reed Analytics SARL. L'offre, 3,2 millions € pour l'entreprise entière. J'ai engagé Kevin Dubois la même semaine. Kevin est le genre d'avocat qui lit tout 2 fois et pose la question que vous espériez qu'il ne poserait pas, et je lui fais confiance pour ma vie financière depuis 3 ans pour cette raison exacte. Il a examiné la feuille de conditions, a vérifié les chiffres, a identifié 2 problèmes structurels que nous avons passé une semaine à corriger, et m'a dit que nous étions en bonne voie pour une clôture propre en 45 à 60 jours. J'ai intégré une clause dans la structure de l'accord.
Kevin l'a appelé une option de rachat familial. Ce que cela signifiait en pratique, si je l'activais avant la clôture, 180 000 € du produit de l'acquisition seraient redirigés vers un compte séquestre, payable en 2 versements, 167 000 € au service hypothécaire de mes parents. Ce qui rembourserait le solde restant de la maison à Écully, 13 000 € à Ambre, ce qui rembourserait le prêt du Honda CR-V avec 4 mois d'avance. Je n'avais pas prévenu ma famille car je voulais leur annoncer au dîner. J'avais imaginé la scène plusieurs fois, la table, la nourriture, la façon dont ma mère poserait sa fourchette, le regard sur le visage de mon père. La réunion de jeudi avec Kevin devait finaliser les documents et préparer la signature. 2 choses que je savais. En quittant cette maison avec mon sac de sport sur la banquette arrière, la pluie commençant sérieusement sur l'autoroute du crépuscule, les lumières de la ville s'étalant sur mon pare-brise. 1. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de faire. 2. J'étais la seule personne dans cette allée à le savoir. Le canapé de Marc a une qualité particulière que je n'ai jamais pu nommer quelque chose entre ferme et indulgent, comme les canapés le deviennent après avoir absorbé suffisamment de nuits tardives pour développer une mémoire. Je m'y suis allongée à 23 heures, mardi, avec une couverture qu'il avait laissée plier sur l'accoudoir, et j'ai regardé le ventilateur de plafond tourner lentement dans l'obscurité, et j'ai fait l'inventaire de ce que j'avais. Le sac de sport, ma voiture, mon ordinateur portable que j'avais eu la présence d'esprit de prendre dans ma chambre avant que mon père ne finisse de descendre, mon téléphone, le numéro de Kevin, la feuille de conditions dans mon email, que je n'avais pas supprimée. Que j'avais même lu 3 fois la semaine dernière en déjeunant dans le parking du groupe Méridien parce que je ne voulais pas que quiconque au bureau la voie sur mon écran. Ce que je n'avais pas? Un endroit où vivre après cette semaine. Un salaire à partir de lundi. Une réponse claire à la question que Marc avait posée doucement, prudemment, comme il posait les questions pour savoir si j'allais bien. Je lui ai dit que j'allais bien. Il a éteint la lumière dans le couloir et est allé se coucher. Je suis restée là pendant peut-être 20 minutes. La pluie avait cessé. Quelqu'un dans la rue en bas promenait un chien, le clic des griffes sur le trottoir, puis cela aussi a disparu, et l'appartement était dans le calme particulier d'une ville qui ne s'est pas complètement endormie. Je me suis levée, j'ai mis mes chaussures et je suis descendue au parking. Je suis restée dans ma voiture pendant 8 minutes. Je le sais parce que j'ai regardé l'heure en entrant et en sortant. J'ai posé mes mains à plat sur le volant, paume vers le bas, et j'ai respiré. C'est tout ce que j'ai fait. Le parking sentait l'échappement et le béton humide, et la légère douceur industrielle du déboucheur que la société de gestion utilisait le mardi, ce que je savais parce que j'y avais garé ma voiture une 12aine de fois en visitant Marc, et ça sentait toujours comme ça le mardi soir. Je n'ai pas pleuré. Je tiens à ce que ce soit clair. Non pas que pleurer aurait été mal, mais parce que ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est quelque chose dans ma poitrine qui ressemblait à un poing, s'ouvrant et se fermant, et j'ai respiré contre cela jusqu'à ce que cela s'arrête. 8 minutes. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à Kevin. Toujours OK pour jeudi. Sa réponse est arrivée en moins de 2 minutes. Bien sûr. Tu vas bien? J'ai tapé, ça ira. Envoyé. J'ai posé le téléphone face contre terre sur le siège passager et je suis restée assise 1 minute de plus, à regarder rien en particulier. Je n'ai pas répondu à sa question. Le silence est une position, et ça ira, en était une meilleure. Mercredi. J'étais dans un café de la rue du 23 novembre à 8h15. Mon ordinateur portable ouvert et un grand café filtre que je n'ai pas goûté. J'ai réservé un studio meublé dans le quartier nord-ouest de Lyon, à 2 pâtés de maison du café. Il s'est avéré que c'était un bail mensuel. Emménagement vendredi, 1 000 €, 850 € par mois. Les photos montraient des sols propres et une fenêtre donnant sur une cour intérieure. C'était suffisant. Ensuite, j'ai ouvert le site web de ma banque et j'ai passé 45 minutes à me retirer de tout ce que j'avais mis en place à l'adresse d'Écully. Le compte de paiement de factures lié au service Internet de la famille, que j'avais mis à mon nom il y a 3 ans quand Orange avait posé des problèmes à mes parents et que j'avais résolu la situation sans jamais le remettre à leur nom. Le virement récurrent au service hypothécaire de mes parents, 400 € par mois, pendant 4 ans,
quelque chose sur quoi je reviendrai, j'ai laissé celui-là pour l'instant. Je devais y réfléchir. La notification de facture d'électricité qui arrivait sur mon adresse email, le compte familial Amazon, 4 choses au total. Cela a pris 45 minutes parce que je voulais être prudente et parce que la prudence est ma façon de faire les choses. J'ai envoyé un email au RH du groupe Méridien pour confirmer le calendrier de traitement de mes indemnités. À 9h47, un SMS de mon père. Appelle ta mère. Je l'ai lu. J'ai reposé le téléphone. J'ai commandé un deuxième café et j'ai ouvert la feuille de conditions d'acquisition et les relus. En entier. Chaque clause. Même celle que j'avais déjà lue jusqu'à en connaître le langage par cœur. Je trouve cela parfois éclairant. Lire quelque chose que l'on connaît. Sa précision. La façon dont chaque terme signifie exactement ce qu'il dit. Je n'ai pas appelé ma mère. Son silence après avoir fait ma valise avait été une position. Le mien était le même. Marc a préparé des pâtes mercredi soir. Celles en boîte, avec de la sauce marinara en pot, dont il n'a aucune honte, d'une manière que j'ai toujours trouvée discrètement admirable. Il a versé 2 verres de vin et nous avons mangé à sa table de cuisine. Et il a attendu que nous ayons presque fini avant de demander « Qu'est-ce que tu vas faire pour jeudi ?» J'ai posé ma fourchette. Je lui ai parlé de la clause familiale, de tout. De la façon dont je n'en avais parlé à personne d'autre que Kevin. La redirection des 180 000 €. Ce que cela aurait couvert. Ce que j'avais imaginé en détail en leur annonçant à une table de dîner pas si différente de celle-ci. Marc est devenu très immobile, comme il le fait. Immobile quand il traite quelque chose qu'il n'attendait pas. Ce n'est pas un homme qui joue des réactions. Il a tenu son verre de vin et l'a regardé. Donc, tu allais leur donner la sortie, a-t-il dit. Et ils t'ont donné un sac avant que tu ne puisses le faire. Oui. Il a posé le verre. Et maintenant ? Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai compté 3 secondes. Je fais ça quand je prends une décision, je fais un rapide compte interne, ça ralentit la partie de moi qui veut agir avant que j'ai fini de réfléchir. J'ai une réunion demain, ai-je dit. Il m'a regardé un instant. Puis il a hoché la tête. Il a repris sa fourchette et a fini ses pâtes. Et il n'a pas insisté. Et j'ai fait confiance à Marc Lefebvre pour ma vie professionnelle pendant 9 ans. Pour cette qualité exacte, il connaît la différence entre une porte laissée ouverte et une porte fermée. Nous avons fait la vaisselle ensemble. Il m'a prêté une serviette propre et un chargeur de téléphone et m'a dit que le canapé était à moi aussi longtemps que j'en aurais besoin. J'ai dit que je serais dans un nouvel appartement d'ici vendredi. Il a dit, bien. Jeudi. J'étais sur le pont Lafayette à 7h40 avec ma tasse de voyage et le dossier d'acquisition sur le siège passager. Je roulais vers le bureau de Kevin dans le quartier Confluence. Le Rhône, gris et plat en dessous. La ville faisait ce que Lyon fait les matins d'octobre. Tout était humide. Tout était assourdi. Le ciel, de la couleur d'un vieux placoplâtre. Les stands de café déjà ouverts. Je me suis garée dans le garage au 10e. Je me suis assise dans la voiture. 30 secondes, pas 8 minutes. J'étais au-delà des 8 minutes. Mon téléphone affichait un nouveau message vocal. Patricia. Je l'ai regardé. Je ne l'ai pas écouté. J'ai mis le téléphone dans la poche de mon manteau et je suis sortie de la voiture et j'ai marché jusqu'à l'ascenseur. L'ascenseur a pris 11 secondes. J'ai compté. Le bureau de Kevin Dubois est au 14e étage d'un immeuble du quartier Confluence qui était un entrepôt dans une vie antérieure et en porte encore les traces au plafond, acier apparent, fenêtre du sol au plafond sur le mur nord. Par temps clair, on peut voir le Mont Blanc depuis son bureau. Ce jeudi-là n'était pas un jour clair. Le ciel était du même gris plat qu'il l'avait été toute la semaine. Et la ville en contrebas semblait petite et étouffée. Comme Lyon apparaît quand les nuages sont bas. Il avait du café qui m'attendait. Il a toujours du café qui m'attend. Je me suis parfois demandé s'il préparait une nouvelle cafetière avant chaque réunion ou s'il était simplement toujours dans un état où il venait de faire du café.
Et je n'ai jamais demandé parce que cela semble être le genre de choses qui serait moins intéressante avec une réponse. Je me suis assise en face de lui. Il a ouvert le dossier. L'accord d'acquisition comportait 4 composants principaux et Kevin m'a guidé à travers chacun d'eux avec la patience méthodique qui est son don professionnel particulier. Pas lent. Jamais condescendant. Juste minutieux de la manière qui vous fait sentir que le sol est solide sous chaque pas avant de faire le suivant. La lettre d'intention signée. Les représentations et garanties propres. Le calendrier d'attribution de propriété intellectuelle qui nous avait pris la majeure partie d'une semaine pour le rendre correct maintenant juste. Le calendrier de clôture 45 jours à compter d'aujourd'hui, sauf changements importants. Tout était en ordre. Il a tendu la main vers le deuxième dossier. Plus mince que le premier. Il a glissé un seul document sur la table et a posé son stylo à côté. L'option de rachat familial. 3 pages. J'avais écrit la première ébauche du concept moi-même dans un café un dimanche d'août avant même d'avoir engagé Kevin. Il avait affiné le langage et ajouté le mécanisme de séquestre et m'avait demandé une fois si j'étais certaine de la structure. J'avais dit oui. Il a pointé la ligne de signature à la page 3. C'est l'option de rachat familial, a-t-il dit. Signée ici, elle s'active. Les 180 000 € redirigés iront en séquestre, payables aux bénéficiaires que vous avez spécifiés, Patricia et Gérard Dubois pour le solde hypothécaire. Ambre Dubois pour le prêt automobile. Il a levé les yeux. Voulez-vous que j'exécute celle-ci aussi? J'ai pris le document. J'ai lu la première page. Je l'avais lu avant, 4 fois à ce moment-là, mais je l'ai relu. Le langage était précis. Comme le langage juridique est précis quand quelqu'un a travaillé à le rendre ainsi plutôt qu'à l'obscurcir. Chaque terme signifiait ce qu'il disait. Je suis passé à la page 2. J'ai compté les paragraphes. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pensé à la voix de mon père à la table de la cuisine. Ta sœur a plus besoin de cette maison que toi en ce moment. La voix de la décision. La voix qu'il utilisait quand il avait déjà pris sa décision et se contentait d'en informer l'Assemblée. J'ai pensé à Ambre en haut des escaliers, à regarder, sans descendre. La qualité particulière de choisir de rester là où l'on est, quand rester là où l'on était une décision. J'ai pensé aux mains de ma mère sur la tasse de café. Plates, délibérées, les mains d'une femme qui gère la température de la situation. Et le bruit d'une fermeture éclair dans une pièce où je n'avais pas été invitée et 11 mois de dépôt de 200 € qui avaient été reçus en silence parce que le silence était plus pratique que la reconnaissance. J'ai posé le document. Kevin a attendu. Il est doué pour attendre. C'est, d'après mon expérience, la compétence professionnelle la plus rare, la capacité de maintenir un silence sans le combler, sans bouger sur sa chaise. Il a fait une pause. Pas longue. Vous êtes sûr? Ce n'était pas une question. Il savait que ce n'était pas une question. Je savais que ce n'était pas une question. C'était la dernière courtoisie, l'équivalent professionnel d'une main sur une porte avant qu'elle ne se ferme. Je suis sûr. Il a ramené le document sur la table. A fait une note dans la marge. L'a placé dans une pile séparée et est passé à la page suivante du dossier principal sans cérémonie. Comme on passe à autre chose une fois qu'une décision est prise. Nous avons passé 40 minutes de plus sur le reste des documents. J'ai signé cette chose. Kevin m'a guidé à travers chacune d'elles. Le café était bon. Quand nous nous sommes serrés la main à la porte, il a dit que nous serions en contact dans la semaine. Et j'ai dit merci. Et j'ai pris l'ascenseur qui descendait 14 étages et je suis sortie sur la 10e avenue dans l'air gris d'octobre. Je suis restée sur le trottoir un instant. Un camion de livraison tournait au ralenti au coin de la rue. 2 femmes avec des poussettes sont passées devant moi en allant vers le nord. Un cycliste a traversé au feu rouge sans regarder en arrière. Je m'attendais à ressentir quelque chose que je ne pouvais pas nommer une version de perte ou de soulagement ou le poids particulier qui accompagne une décision irrévocable. Ce que j'ai ressenti à la place, c'est de la légèreté. Pas du bonheur. Pas de la justification. Juste de la légèreté.
La sensation que l'on a quand on a tenu une porte fermée contre quelque chose de lourd et qu'on recule enfin pour la laisser aller. J'avais passé 6 mois à construire cette clause. J'avais imaginé les visages de mes parents quand je leur annoncerais. J'avais imaginé ma mère posant sa fourchette et mon père se taisant et Ambre, pour une fois, n'ayant rien à dire. J'avais porté ce dîner imaginé avec moi comme un élément sur une liste de tâches. Quelque chose à accomplir. Une dette que j'avais décidé de payer en leur nom avant même qu'ils ne sachent qu'ils la devaient. La liste de tâches était plus courte maintenant. J'ai marché jusqu'à ma voiture. J'avais 45 jours avant la clôture. J'ai ouvert mon téléphone et pour la première fois en 3 ans, j'ai cherché des appartements à Toulouse. Le message vocal de ma mère est arrivé le 3e jour. Je déballais mon sac de sport dans le studio meublé de la rue du Plat d'Argent sol propre. Une fenêtre donnant sur la cour. Une cuisine de la taille d'un dressing. Ce qui me convenait parfaitement puisque je n'ai jamais été quelqu'un qui utilise une cuisine pour autre chose de plus élaboré que du café et des plats à emporter réchauffés. J'avais récupéré les clés vendredi matin, emménagé mon sac vendredi après-midi et passé le week-end à acheter les choses spécifiques qui rendent un espace temporaire habitable. Un bon oreiller, une cafetière à piston, 2 jeux de serviettes qui n'étaient pas rêches. Mon téléphone affichait un nouveau message vocal. Patricia Dubois. Je l'ai écouté en pliant un pull. Sa voix était prudente, comme elle l'était quand elle gérait la température d'une situation à distance. Salut ma chérie, c'est maman. J'espère que tu vas bien. On n'a pas eu de tes nouvelles. Ta sœur va beaucoup mieux. Je pense que le stress la minait vraiment. Enfin, rappelle-moi quand tu pourras. J'ai fini de plier le pull. J'ai posé le téléphone sur le comptoir. Elle avait appelé pour faire un rapport sur son investissement. J'étais toujours la première ligne de son budget familial, elle avait juste besoin de confirmer que je fonctionnais toujours. La dernière phrase était révélatrice. Ta sœur va beaucoup mieux. Pas, tu nous manques. Pas, ton père veut te parler. L'information qu'elle donnait en premier était l'état d'Ambre, ce qui signifiait que l'état d'Ambre était la chose qu'elle considérait la plus pertinente pour moi, ce qui signifiait qu'elle n'avait pas encore compris que j'avais cessé de la considérer pertinente du tout. Je n'ai pas rappelé. Le 14e jour, j'ai ouvert l'application de ma banque et j'ai annulé le virement récurrent au service hypothécaire de mes parents. 400 € par mois, 48 paiements, 19 200 € sur 4 ans, envoyés discrètement et reçus en silence parce que c'était l'arrangement sur lequel nous étions tous tombés d'accord sans jamais en discuter. Cela a pris 3 clics, 40 secondes peut-être. J'ai posé mon téléphone face contre terre sur le bureau et je suis retourné au document d'acquisition que j'étais en train de revoir, une section sur les représentations et garanties que Kevin avait signalées pour une 2e lecture. J'y ai repensé une fois de plus ce soir-là, brièvement, comme on pense à une chose que l'on a posée dans une autre pièce. Puis j'ai arrêté d'y penser. L'appel d'Ambre est arrivé le 21e jour. Elle a appelé à 18h47, c'est-à-dire après le dîner, ce qui signifie qu'elle avait réfléchi au moment d'appeler. Ambre réfléchit au moment d'appeler. Elle a toujours eu de bons instincts pour savoir quand demander, quand attendre, quand arriver quelque part déjà en cours pour que la partie difficile ait été gérée par quelqu'un d'autre. J'ai décroché à la 3e sonnerie, sa voix était joyeuse, de la manière particulière qu'elle a quand elle veut quelque chose et a décidé que la joie est la bonne approche. Salut Dan, tu vas bien? Je pensais à toi. J'ai dit que j'allais bien. Elle a dit que maman et papa étaient un peu stressés. Elle a dit qu'elle savait que les choses étaient devenues étranges. Elle a dit qu'elle pensait que ça aiderait vraiment si je rentrais dîner juste pour dissiper les malentendus. 3 choses que son appel n'était pas. Des excuses, un bilan, une reconnaissance que quoi que ce soit se soit produit. Une chose qu'il était, un recrutement. Elle avait besoin que je revienne à la maison comme un système a besoin qu'un composant manquant soit remis en place. Pas parce que je lui manquais ou pas seulement à cause de ça, mais parce que mon absence avait créé un problème qu'elle voulait résoudre et qu'elle avait décidé que la joie était l'outil le plus efficace pour le résoudre. Je ne peux pas venir, ai-je dit. Je veux dire, ça n'a pas besoin d'être cette semaine. On pourrait faire un dimanche où, je ne peux pas venir, Ambre. Elle est devenue silencieuse.
Un silence différent de celui auquel je m'attendais. Pas de la douleur, exactement, mais une recalibration. Elle avait essayé l'approche et obtenu un résultat qu'elle n'avait pas modélisé. D'accord, a-t-elle dit. Elle a raccroché en première. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé par la fenêtre la cour. Un voisin à qui je n'avais jamais parlé était assis sur un banc avec un livre de poche et un pigeon tournait en rond près du drain. Et la lumière du soir faisait ce qu'elle fait à Lyon fin octobre, elle devenait dorée pendant environ 20 minutes avant que le gris ne revienne. J'ai pensé, elle sait ce qu'elle a fait. C'était la chose que l'appel confirmait et la chose à laquelle j'avais réfléchi depuis cette nuit dans la cuisine. Ambre n'avait pas crié à propos du prêt automobile parce qu'elle était irréfléchie. Elle avait crié à ce sujet parce qu'elle avait calculé, dans les quelques secondes entre ma première phrase et sa réponse, que crier à ce sujet était le chemin le plus rapide vers une résolution qui ne nécessitait pas qu'elle absorbe le moindre coup. Le calcul avait été faux. Mais le calcul avait été fait. Le 28e jour, mon père a envoyé un SMS, « Appelle ta mère ». 2 mots pour elle et 1 mot pour lui, ce qui correspondait à peu près au ratio qui avait toujours prévalu pour la communication dans le foyer du bois. Les préoccupations de Patricia obtenaient des phrases, celles de Gérard, une livraison, il était le véhicule. Le message n'était pas le sien. Je l'ai lu. Je suis retournée au document de portée de la consultation que j'étais en train de rédiger pour le client de Toulouse. L'équipe régionale de l'entreprise acquéreuse m'avait contacté pour un engagement de transition, ce qui est courant dans ce genre de transaction, et j'avais passé 2 soirées à bien définir les termes. Le travail était intéressant. Le tarif était meilleur que ce que le groupe Méridien m'avait payé. Je n'ai pas répondu au SMS. Les 45 jours entre le bureau de Kevin et la date de clôture ont été les plus calmes dont je me souvienne depuis longtemps, pas vides. Le contraire du vide, mais calme dans le sens particulier d'une vie qui appartient entièrement à la personne qui la vit. Je me réveillais quand je voulais. Je travaillais sur des choses qui m'appartenaient. Je répondais aux emails de Kevin et de l'équipe d'acquisition et de la société de gestion immobilière avec laquelle j'avais signé pour Saint-Malo, qui avait déjà mis la maison en location et avait déjà réservé les 2 premiers week-ends. Je ne répondais à aucun email de quiconque à Écully car il n'y avait pas de mail de quiconque à Écully car il n'avait pas encore compris que l'email était une option. Certaines personnes, quand elles perdent leur influence, deviennent plus bruyantes. Ma famille est devenue silencieuse. Je l'ai reconnu parce que j'avais été silencieuse de la même manière pendant 15 ans et je savais ce que cela signifiait. Cela signifiait qu'ils attendaient que je règle le problème. J'étais occupée à faire autre chose. Le SMS de Kevin est arrivé à 14h14, le 45e jour. J'étais au café de la rue du 23 novembre, celui où je travaillais la plupart des matins depuis que j'avais emménagé dans le studio Bonne Lumière, Wi-Fi fiable. Un comptoir le long de la fenêtre où l'on pouvait installer un ordinateur portable et faire face à la rue sans que personne ne vous dérange. J'avais un americano à moitié fini et le document de portée de la consultation ouvert sur mon écran, et j'étais au milieu d'une phrase sur les délais de livraison quand mon téléphone a vibré. Fait. Confirmation de virement. J'ai ouvert mon email. La confirmation était là. Un numéro de routage, un code de référence, un montant en euros avec plus de chiffres que je n'en avais jamais vu associé à mon nom. Je l'ai lu 2 fois. Non pas que j'en doutais, le travail de Kevin ne laissait pas de place au doute, mais parce que certains chiffres nécessitent un deuxième regard avant de devenir réels. 2 847 400 € net après frais. J'ai fermé l'email. J'ai regardé par la fenêtre la rue du 23 novembre. Une femme promenait un golden retriever qui n'arrêtait pas de renifler un horodateur. Un homme en veste de pluie déverrouillait un vélo qui avait été attaché à un panneau depuis ce qui semblait être trop de jours. Le stand de café de l'autre côté de la rue avait une file de 4 personnes, ce qui était à peu près la moyenne pour un mardi après-midi d'octobre. J'ai pris mon americano et je l'ai terminé. Puis j'ai ouvert un nouvel onglet et je suis retournée aux annonces d'appartements à Toulouse que je consultais depuis 2 semaines. J'avais trouvé celui que je voulais le 38e jour, un appartement d'une chambre sur le côté est de la ville, au 2e étage, un petit balcon donnant sur une cour d'oliviers, des parquets partout, disponible le 1er décembre.
Le loyer était de 1640 € par mois, ce qui était 210 € de moins que mon studio lyonnais pour une unité 40% plus grande, ce qui était le genre d'arithmétique que je trouvais discrètement satisfaisante. Je n'avais pas encore postulé parce que j'attendais que le virement soit effectué. J'ai rempli la demande, joint mes documents financiers, qui incluaient désormais un relevé d'actifs très récent et très significatif. Je l'ai soumise à 14h37. L'approbation est arrivée 40 minutes plus tard. J'ai réservé le vol ce soir-là. Lyon pour Toulouse, aller simple, le 92e jour. Le 48e jour, Marc a appelé. Il avait croisé mon père à la quincaillerie de la route du Ravin, celle près de la maison d'Écully où Gérard allait depuis 30 ans, achetant des vis, du mastic et des luminaires de remplacement avec la détermination particulière d'un homme qui croit que l'entretien des choses est une forme de contrôle. Marc a dit qu'il avait l'air abattu. Fatigué d'une manière qui différait d'une fatigue ordinaire. Il avait mentionné, quand Marc lui avait demandé comment ça allait, qu'il réglait des trucs avec la banque. Je lui ai alors parlé du paiement tampon. Tous les 400 € par mois, les 4 ans, la façon dont je l'avais mis en place via un service de paiement de facture tiers afin que cela apparaisse sur le relevé de leur service hypothécaire comme un paiement général plutôt que comme quelque chose de traçable jusqu'à moi. Je lui ai dit que je l'avais annulé le 14e jour. Il est resté silencieux un instant. 400 € par mois, a-t-il dit, pendant 4 ans, 48 paiements, et il ne savait pas qu'il les recevait. Il ne savait pas d'où ça venait. Une autre pause. Je l'entendais penser, comme je peux toujours entendre Marc penser. Non pas par un bruit qu'il fait, mais par la qualité du silence qui est différente de son silence de parole, de son silence d'écoute, et de son silence « je ne suis pas d'accord mais je décide si je le dis ». C'était le silence d'un homme qui faisait des calculs qui menaient à quelque chose de compliqué. Et maintenant, le service hypothécaire envoie des avis, a-t-il dit. Apparemment. Et ils ne savent pas pourquoi les paiements ont changé. Ils savent que le montant du paiement a changé. Ils ne savent pas pourquoi. Il a laissé cela reposer une seconde, puis, ça te va? J'ai réfléchi à la question. Elle méritait une vraie réponse. Oui, ai-je dit. Et je le pensais d'une manière que j'en étais venu à signifier les choses non sans coup, mais sans doute. Le oui et le coup étaient tous deux vrais et ne s'annulaient pas mutuellement. Le 52e jour, Marc m'a envoyé une capture d'écran sans message d'accompagnement. C'était une publication Facebook. Public, ce que je soupçonnais être un accident. Ambre avait tagué le nom du service hypothécaire d'un prêt spécifique, éplé en toutes lettres dans le corps de la publication. Accompagné d'une plainte détaillée sur les temps d'attente de leur service client et ce qu'elle décrivait comme une divergence de paiement que personne ne pouvait expliquer. La publication avait 11 commentaires. 3 d'entre eux provenaient de personnes lui recommandant d'essayer d'appeler plus tôt le matin. 2 provenaient de personnes partageant des expériences similaires avec la même institution. L'un d'eux provenait d'une femme nommée Déborah qui avait écrit « Il nous est arrivé exactement la même chose », avec 2 points d'exclamation. Je l'ai lu une fois. J'ai posé mon téléphone face contre terre sur le bureau. J'ai regardé le plafond du studio pendant environ 30 secondes, ce qui est le temps que je m'accorde généralement pour traiter des choses qui sont à la fois prévisibles et pourtant d'une certaine manière surprenantes. Ils avaient trouvé la divergence. Ils n'avaient pas encore trouvé la source. J'ai retourné mon téléphone et j'ai ouvert le portail de la société de gestion immobilière pour Saint-Malo. La maison était louée pour des séjours de courte durée depuis 3 semaines. Les 2 week-ends à venir étaient réservés. Une famille de Bordeaux avait laissé un message demandant un séjour de 4 nuits pour les vacances de la Toussaint. Je leur ai envoyé les tarifs et les disponibilités. Ils ont confirmé dans l'heure. Je n'ai pas répondu à la publication Facebook d'Ambre. J'avais un vol à prendre, au sens figuré, et elle ne figurait pas sur l'itinéraire. Le 55e jour, j'ai envoyé un email à Kevin pour confirmer que tout était complet de mon côté. Sa réponse est arrivée le lendemain matin. Net de son côté aussi. Dossier classé. Registre de rétention en ordre. Sa facture traitée via le produit de la clôture comme convenu. 3 lignes. Aucune amabilité au-delà d'un simple « bon voyage » à la fin.
Ce qui, de la part de Kevin, équivalait à une ovation debout. Le 58e jour. Marc et moi avons marché le long du Rhône. C'était une soirée assez froide pour avoir besoin d'une veste mais pas assez pour être désagréable. Le genre de soirée d'octobre que Lyon réussit mieux que presque partout ailleurs. La lumière devenant ambrée sur les monts du Lyonnais. Le fleuve gardant la couleur du ciel. La passerelle du collège illuminée dans l'obscurité. Nous avons marché depuis les berges du Rhône vers le sud en direction du musée des Confluences, puis sommes revenus. C'est un itinéraire que nous avions parcouru une trentaine de fois en 9 ans. Dans diverses configurations de crise et de contentement. Il avait un café. J'avais les mains dans les poches de mon manteau. Il m'a demandé si j'étais sûre pour Toulouse. Les chiffres fonctionnent, ai-je dit. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'y ai réfléchi quelques pas. Le fleuve s'écoulait lentement, comme il le fait quand le courant est plus fort en dessous qu'il n'y paraît en surface. J'ai construit tout ce que j'ai dans cette ville autour de cette famille que je maintenais unie, ai-je dit. Je ne peux pas construire ce qui vient ensuite au même endroit. Il n'a rien dit pendant un moment. Puis, c'est une bonne raison. C'est la seule dont j'ai besoin. Nous avons marché jusqu'au bout des berges et avons fait demi-tour. Un héron se tenait sur un rocher près de la rive, comme les hérons se tiennent absolument immobiles, comme si l'immobilité elle-même était une forme de patience plutôt qu'une absence de mouvement. Je l'ai regardé un instant en passant. Marc a demandé si je reviendrais à Lyon. Non pas si je rentrerais à la maison, il était trop précis pour ça, mais si je reviendrais. J'ai dit que je ne savais pas. J'ai dit que Toulouse était un bon marché et que le travail était intéressant et que les oliviers à l'extérieur de l'appartement étaient le genre de choses qu'on ne pouvait pas prévoir mais qu'on était content de trouver. J'ai dit que la maison de Saint-Malo me ramènerait quelques fois par an pour les revues de gestion immobilière, au moins. Il a dit que c'était déjà ça. J'ai dit que oui. Nous avons marché le reste du chemin dans le genre de silence qui n'a pas besoin d'être comblé, le fleuve sombre sur notre gauche, la ville brillante sur les collines à notre droite, et j'ai pensé au fait que dans 34 jours je serais quelque part où je n'avais jamais vécu. Commençant quelque chose que je n'avais pas encore fini de construire, sans aucun frais généraux à mon budget à part les miens. Les chiffres fonctionnaient, et pour une fois, ce n'était pas la chose la plus importante que j'aurais pu dire à ce sujet. Le SMS de Marc est arrivé à 11h04 un mardi matin, 89 jours après que mon père ait porté mon sac sur le porche. Ton père est là. Je l'ai appelé. Il a décroché à la première sonnerie. Comment ça, là, ai-je dit. Il est sur le pas de ma porte, il est là depuis environ 10 minutes. J'ai regardé ce qui était sur mon bureau, la portée de la consultation à moitié finie. Un café qui refroidissait. Par la fenêtre du studio, la cour avec le banc et le drain et le pigeon qui avait apparemment décidé que ce carré de béton valait la peine d'être défendu. Est-ce qu'il va bien, ai-je dit. Il a l'air de ne pas avoir dormi ou d'avoir trop dormi, l'un des deux. J'ai digéré ça un instant. Gérard Dubois avait 62 ans et dormait dans la même maison depuis 31 ans, de mémoire, n'était jamais apparu quelque part sans prévenir. Il planifiait. Il décidait. Il exécutait des décisions qu'il avait déjà prises. Il ne s'asseyait pas sur le pas de la porte des autres pendant 10 minutes en attendant de voir ce qui se passait. D'accord, ai-je dit. J'ai conduit jusqu'à l'immeuble de Marc, rue du Plat d'Argent. J'ai pris le pont Lafayette, ce qui ajoutait 4 minutes mais était l'itinéraire que je connaissais par mémoire musculaire, et j'ai utilisé ces 4 minutes pour réfléchir à ce que je voulais dire et à ce que je ne voulais pas dire. Ce qui est le même processus que j'utilise avant toute réunion importante. Mon père était assis sur le pas de la porte quand je suis arrivé. Il s'est levé quand il a vu ma voiture, comme les hommes de sa génération se lèvent quand une femme arrive automatique, entraîné avant qu'il ne soit assez vieux pour l'examiner. Il portait une veste de travail en toile et l'expression d'un homme qui était éveillé depuis plus tôt qu'il n'aurait dû l'être. Je me suis garé. Je suis sorti. Je ne me suis pas approché de lui immédiatement. Il a dit, je ne savais pas où d'autre aller. Je l'ai regardé un instant. Il était plus mince du visage que dans mon souvenir, ou peut-être la lumière était-elle différente, ou peut-être l'avais-je regardé pendant 34 ans et ne voyais-je clairement que maintenant ce qui avait toujours été là. Viens,
ai-je dit. J'ai marché vers l'immeuble. Marc nous a laissé entrer et nous a donné la pièce de devant sans qu'on le lui demande, fermant la porte de sa chambre avec l'efficacité silencieuse de quelqu'un qui comprenait exactement le genre d'espace nécessaire et avait décidé de le fournir sans faire de gestes particuliers. Il y avait un verre d'eau sur la table basse. Je ne lui avais pas demandé de le mettre là. Il l'avait juste fait. Mon père s'est assis dans le fauteuil de Marc, celui avec l'accoudoir recollé, et je me suis assise sur le canapé et j'ai attendu, car Gérard Dubois était venu ici et Gérard Dubois allait devoir commencer. Il a tourné autour du pot d'abord. C'est ce qu'il fait quand il a tort, il s'approche du centre de la chose obliquement, testant le terrain. Il a parlé du service hypothécaire, des appels téléphoniques que Patricia avait faits, de l'historique des paiements qu'ils avaient demandés, qui montrait une divergence remontant à 4 ans que personne à la banque ne pouvait expliquer adéquatement. Il a parlé des paiements de voiture d'Ambre, qu'il couvrait depuis 2 mois maintenant 610 € par mois, ce qu'il a dit sans inflexion mais qui a atterri dans la pièce comme il l'avait voulu. Il a parlé un moment. Je l'ai laissé faire. Quand il s'est arrêté, le silence dans la pièce était du genre qui a du poids. Je ne savais pas pour l'entreprise, a-t-il dit. Je sais que tu ne savais pas, ai-je dit. C'est ça le problème. Il m'a regardé. Il avait les mains sur les genoux, à plat, la même position qu'il avait à la table de la cuisine il y a 89 jours, mais différente maintenant, vidé de l'autorité qui en avait fait une position de pouvoir à l'époque. Maintenant, c'était juste un homme qui gardait ses mains quelque part pour qu'elles ne le trahissent pas. Depuis combien de temps, a-t-il dit. 4 ans. Et la maison à Saint-Malo. 3 ans. Nous y avons séjourné. Oui. Quelque chose a traversé son visage pour lequel je n'avais pas de mots précis. Pas de la honte. Exactement, quelque chose d'adjacent. Quelque chose qui avait reposé sous la honte pendant longtemps et qui ne faisait surface que maintenant parce qu'il n'y avait plus de place. Pourquoi ne nous as-tu rien dit, a-t-il dit. J'avais réfléchi à la manière de répondre à cela. Pas dans la voiture. Pas au cours des 89 jours, plus longtemps que ça. Comme on réfléchit aux réponses aux questions qui n'ont pas encore été posées parce qu'on les attend depuis assez longtemps pour savoir qu'elles vont arriver. Parce qu'au moment où je t'aurais dit que j'avais des ressources, ai-je dit, tu m'aurais rendu responsable de leur allocation. De la même manière que tu m'as rendu responsable des paiements tampons que j'ai mis en place il y a 4 ans sans te le dire. De la même manière que tu m'as rendu responsable du prêt automobile d'Ambre avant même que j'ai fini de te dire que j'avais perdu mon emploi. Il n'a pas répondu. Il a regardé le verre d'eau sur la table. 3 choses se sont passées la nuit où tu as fait ma valise, ai-je dit. J'allais vous parler de l'accord d'acquisition au dîner. J'avais intégré une clause dans la structure de l'accord pour rembourser votre prêt hypothécaire et la voiture d'Ambre. Et j'ai appelé mon avocat le lendemain matin et je l'ai retiré. Le silence qui a suivi a été le plus long dans la pièce jusqu'à présent. Il avait une qualité différente des autres, non pas vide, mais plein. Comme une pièce est pleine après que quelque chose tombe et se brise. Et que le son vient de finir de résonner. Tu allais, a-t-il commencé. Oui. Et nous, oui. Il a mis son visage dans ses mains. Il n'a pas pleuré. Gérard Dubois, d'après mon expérience, ne pleure pas. Il comprime. Il absorbe. Il porte les choses intérieurement, à la manière des hommes à qui on a appris que porter les choses extérieurement était un échec de caractère. Il est juste resté assis là, le visage dans ses mains, un instant. Ce qui était ce que je l'avais vu de plus proche de l'effondrement. Puis il a levé la tête. J'ai fait ça toute ta vie, n'est-ce pas, a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Il l'a dit comme on dit quelque chose que l'on sait depuis longtemps et qu'on a espéré, sans fondement réel, s'être trompé. Depuis mes 15 ans, papa. Il a fermé les yeux brièvement. Les 200 €, a-t-il dit. Tu savais. Oui. Et tu n'as jamais rien dit. Non. Je lui ai donné le silence qu'il méritait. Pas cruel, j'en avais fini avec la cruauté au moment où je suis arrivé dans cette pièce, si tant est que j'ai jamais commencé maisonnette. Le silence disait, voilà ce que tu as fait, et nous allons tous les deux le reconnaître,
Et la reconnaissance n'est pas la même chose que le pardon et ne prétend pas l'être. Après un moment, je lui ai parlé de Toulouse. Je lui ai dit que le vol était dans 3 jours et que l'appartement était prêt et que le travail était intéressant. Je lui ai dit que la maison de Saint-Malo était sous contrat de gestion immobilière et le resterait. Je lui ai dit que le service hypothécaire du Crédit Agricole Immobilier avait un programme de restructuration pour difficultés financières pour les emprunteurs dans sa situation et que la personne à demander était nommée Delgado à la ligne de défense des clients. Ce que je savais parce que je l'avais cherché il y a 2 semaines, une nuit où je n'étais pas encore sûre de lui dire ou non. Je lui ai dit d'appeler avant 10 heures du matin, heure de Paris, car les temps d'attente étaient plus courts avant l'heure du déjeuner sur la côte qui affectait leur file d'attente. Il a tout écouté. Quand je me suis levée, il s'est levé avec le même réflexe automatique, profondément ancré. Il semblait vouloir dire quelque chose pour lequel il n'avait pas les mots justes, ce qui, d'après mon expérience, est la description la plus précise de Gérard Dubois dans les moments qui ont compté le plus. « Prends soin de toi, papa », ai-je dit. J'ai marché jusqu'à la porte. Dans le couloir, Marc était appuyé contre le mur, les bras croisés et sa tasse de café à la main, non pas en train d'espionner, juste présent, comme il était toujours juste présent quand cela comptait. Il m'a tendu ma tasse de café, que j'avais laissée sur son comptoir en arrivant. Je l'ai prise. Je suis sortie. L'aéroport Lyon-Saint-Exupéry au petit matin a une qualité qui lui est propre et que je n'ai jamais pu retrouver dans aucun autre aéroport. Quelque chose dans la lumière, les puits de lumière, dans le terminal principal, laissait entrer une aube gris-blanc du Grand Ouest plus douce que le fluorescent et plus chaude que le ciel couvert. Et les plafonds en sapin de Douglas faisaient quelque chose au son qui faisait qu'une salle d'embarquement même animée ressemblait moins à une machine et plus à un endroit où les gens sont réellement. J'ai pris l'avion depuis cet aéroport 31 fois dans ma vie professionnelle. Je le sais parce que j'ai gardé les reçus. J'étais à la file de sécurité à 6h48 un mercredi matin de novembre avec un sac d'ordinateur portable, un bagage à main et un grand café du stand près des porte-mélanges éthiopiens, noirs, qu'il prépare bien. Et qui est l'une des choses qui me manqueront de Lyon d'une manière spécifique et simple et qui ne nécessite aucun examen approfondi. La file a avancé. J'ai avancé avec elle. De l'autre côté de la sécurité, j'ai trouvé le point de vente de la librairie de Citre près de la porte C10 et je suis restée là 6 minutes, regardant les livres de poche sur la table des nouvelles fictions. Je n'ai rien acheté. Je n'étais pas à la recherche d'une histoire écrite par quelqu'un d'autre. J'avais un document de consultation sur mon ordinateur portable que je voulais finir avant d'atterrir et un deuxième document de cadre pour les 90 premiers jours avec l'équipe de Toulouse que j'avais commencé et abandonné 2 fois et que j'étais maintenant prête à recommencer correctement. J'ai trouvé un siège à la porte C14 près de la fenêtre. Le tarmac était encore à moitié sombre, le personnel au sol et leurs gilets orange s'affairaient autour d'un avion qui était préparé pour un départ plus tôt. Un chariot est passé avec des conteneurs à bagages empilés. Un homme en gilet réfléchissant se tenait à l'aile et a levé les yeux vers quelque chose, a décidé que tout allait bien, et s'en est allé. Mon téléphone a vibré. Marc. Bon vol. Je l'ai regardé un instant. 9 ans d'amitié. 37 repas partagés que je pouvais nommer. Un canapé. 2 crises professionnelles de son côté et 3 du mien. Et c'était la distillation de mots à 6h53 du matin, ce qui était plus que suffisant. J'ai tapé en retour, j'acceptais toujours la perte pour qu'il n'ait pas à le faire. J'en ai fini d'opérer à perte. 3 secondes passèrent. Vas-y. J'ai posé le téléphone face contre terre sur le siège à côté de moi et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le document de consultation faisait 14 pages et j'étais à la page 9, qui était la section sur les délais d'intégration, la partie où se trouvait le vrai travail. La partie qui exigeait non seulement de connaître les chiffres, mais de comprendre ce que les chiffres essayaient de dire sur l'organisation derrière eux. J'avais été analyste financière pendant 8 ans, ce qui signifiait que j'avais passé 8 ans à apprendre que les chiffres ne sont jamais vraiment que des chiffres. Ils concernent les décisions qui les ont produits et les personnes qui ont pris ces décisions et ce dont ces personnes avaient peur en le faisant. J'ai lu ce que j'avais écrit à la page 9. J'ai supprimé un paragraphe qui ne méritait pas sa place et j'en ai écrit un meilleur. Je suis passé à la page 10.
À 7h21, mon esprit est allé brièvement à Écully, non pas à la maison spécifiquement, ni à la table de la cuisine, ni au palier, ni à la lumière du porche qui était allumée quand je suis partie, mais au fait général de la chose, comme on pense à un endroit qu'on connaissait bien. J'ai pensé, que se passe-t-il là-bas en ce moment? J'ai pensé, il est 7h21, alors Patricia est probablement dans la cuisine, et Gérard est probablement debout depuis 6 heures, et Ambre dort probablement encore, parce qu'Ambre a toujours dormi jusqu'à ce que la situation exige qu'elle soit éveillée. J'ai gardé cette pensée un instant. Je l'ai examinée comme j'examine toutes les choses dont je suis incertaine, cherchant de quoi elle était réellement faite sous la surface. Et ce que j'ai trouvé était ceci. Je ne savais pas. Je ne savais pas ce qui se passait dans cette maison en ce moment. Je ne savais pas si l'appel au Crédit Agricole Immobilier avait été fait, ou si Delgado avait répondu, ou si la conversation de restructuration s'était déroulée comme ces conversations peuvent se dérouler quand on les aborde correctement. Je ne savais pas si Ambre continuait à poster sur les banques sur Facebook, ou si elle était passée à une autre frustration. J'ai découvert que j'étais d'accord avec le fait de ne pas savoir. C'était nouveau. Ou pas nouveau, cela s'était construit sur 92 jours. S'accumulant comme les intérêts s'accumulent, tranquillement et sans annonce, jusqu'à ce que l'on vérifie le solde un matin et qu'il soit différent de ce qu'il était. Certains silences sont des vides dans lesquels on tombe. Certains silences sont juste de l'espace de la place pour construire quelque chose qui n'a pas à tenir compte des frais généraux de quelqu'un d'autre. J'avais rempli l'espace des autres avec ma propre substance pendant 15 ans. Je suis retournée à la page 10. La porte d'embarquement s'est remplie progressivement, comme les portes d'embarquement le font les familles d'abord. Puis les voyageurs d'affaires qui chronométraient leur arrivée précisément, puis les gens qui s'étaient trompés de porte et s'en étaient rendus compte avec suffisamment de marge pour y arriver. Un enfant de l'autre côté de l'allée mangeait un muffin avec l'absorption totale que les enfants apportent à la nourriture, le muffin exigeant toute son attention professionnelle. Un homme en costume gris était en communication, sa voix basse et prudente, la voix de quelqu'un qui délivre une information que l'autre personne au téléphone n'allait pas apprécier. Ils ont appelé à l'embarquement à 7h49. J'ai fermé mon ordinateur portable. Je me suis tenue dans la file avec mon bagage à main et je n'ai pensé à rien en particulier, ni à Toulouse, ni à Lyon, ni aux documents de consultation ou au cadre ou à la maison de Saint-Malo qui allait accueillir une famille de Bordeaux pour la Toussaint pendant que j'aménageais une nouvelle cuisine sur le côté est d'une ville que j'avais visitée 2 fois, mais où je n'avais pas encore vécu. J'ai pensé au café éthiopien, et si l'endroit au coin de la rue près de mon nouvel appartement que Marc avait trouvé sur Google Maps et m'avait envoyé par SMS sans commentaire serait aussi bon. J'ai montré ma carte d'embarquement. J'ai marché le long de la passerelle d'embarquement. La passerelle sentait l'air recyclé et la légère chaleur industrielle des systèmes d'avion faisant ce que les systèmes d'avion font, c'est-à-dire travailler continuellement et de manière fiable sans que personne n'ait à y penser. J'ai toujours trouvé cette qualité des machines discrètement admirable. J'ai trouvé mon siège. Côté fenêtre, que j'avais choisi non par sentiment, mais parce que je travaille mieux avec la lumière naturelle sur le côté gauche de l'écran. J'ai mis mon sac d'ordinateur portable sous le siège devant moi et mon bagage à main dans le compartiment supérieur, et je me suis assise et j'ai regardé le tarmac, où le personnel au sol terminait son dernier travail avec l'efficacité concentrée des personnes qui font les mêmes choses correctement tous les jours et tirent une satisfaction professionnelle à bien les faire. Les portes se sont fermées. L'avion a reculé. Lyon a défilé devant la fenêtre puis a disparu, remplacé par le chemin de roulement puis la piste, puis la suspension particulière du moment avant qu'un avion ne s'engage dans la vitesse. Je n'ai pas pressé mon visage contre la vitre. Je n'ai rien cherché au loin. Qu'y avait-il à voir que je n'avais pas déjà vu? Nous avons décollé. Les nuages sont montés rapidement, un épais ciel couvert de novembre, du genre qui se referme derrière vous comme un rideau, et Lyon a disparu en moins d'1 minute. En dessous de moi quelque part se trouvaient le Rhône et les monts du Lyonnais, et un palier à Écully et un café de la rue du 23 novembre, et un héron sur un rocher qui était probablement toujours là, immobile dans la précision de quelque chose qui avait décidé où il allait être. Et y était complètement. J'ai ouvert mon ordinateur portable.
La page 10 était toujours à l'écran, le curseur clignotant à la fin de la dernière phrase que j'avais écrite, attendant avec la patience de quelque chose qui n'avait aucune opinion sur le temps que cela prendrait. J'ai commencé à taper, j'avais passé 15 ans à être le filet de sécurité de quelqu'un d'autre. Il s'avère qu'un filet de sécurité tendu trop longtemps devient une cage. J'ai coupé le cordon quelque part au-dessus de la côte atlantique, à 10 000 mètres d'altitude, au milieu d'une phrase sur les délais d'intégration, sans cérémonie et sans regarder en bas. En dessous de moi, quelque part dans les nuages, la France ressemblait exactement à ce qu'elle était, quelque chose que j'avais déjà payé. Si vous avez été celle qui arrange les choses discrètement, celle qui comble le vide, absorbe le coup, et vous dit que c'est juste ça, l'amour, cette histoire parle de vous, non pas parce que vous devriez cesser d'aimer, mais parce qu'il y a une différence entre donner librement et être tellement compté dessus que personne ne prend la peine de demander si vous allez bien. Danielle n'a pas cessé d'aimer sa famille. Elle a cessé de financer une version d'eux qui n'avait jamais appris à fonctionner sans elle comme base. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de la clarté. Et la clarté, quand on l'atteint enfin, ne ressemble pas à de la colère. Cela ressemble à déposer quelque chose de lourd après l'avoir porté si longtemps qu'on a oublié que ses bras étaient fatigués. Alors demandez-vous honnêtement, qui dans votre vie a cessé de vous demander comment vous allez parce qu'il suppose déjà que vous allez bien? Et qu'est-ce qui changerait si vous vous permettiez d'avoir besoin de quelque chose en retour? Dites-le moi dans les commentaires. Je veux savoir. Je veux savoir.